rien de plus terrible pour un enfant que d'avoir le sentiment de ne pas être aimé par sa maman, d'être en permanence déprécié, rabaissé, humilié par elle. Et bien cette relation douloureuse, la journaliste Françoise Laborde l'a supportée toute sa vie et l'a racontée avec des mots, les siens, des mots très forts dans un livre bouleversant. Comment a-t-elle fait pour vivre sans l'amour de cette mère qu'elle aimait tant? Quelles conséquences cela a-t-il sur sa vie de tous les jours? Et bien aujourd'hui, Françoise Laborde a accepté de nous parler de ses relations avec sa mère, de ses rapports troubles avec elle, de ses manques, de ses déceptions. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici Françoise Laborde. Merci Françoise d'être avec nous. Bonjour à vous. Merci à vous. Les téléspectateurs vous connaissent bien, ils connaissent un petit peu moins l'histoire que vous avez eue avec votre maman, que vous avez accepté de raconter dans un livre, et on va en reparler. Pourquoi l'avoir dit avec des mots? Pourquoi le dire encore aujourd'hui? Peut-être pour aider les autres, mais en tout cas, votre enfance a été l'objet d'une véritable souffrance psychologique, on peut le dire, à cause de ces relations avec votre maman. Vous allez donc nous en parler tout au long de cette émission, mais vous allez également tenter d'apporter votre aide, peut-être aux autres si je peux. Enfants, aux autres mamans qui vivent, qui ont vécu la même chose que vous, qui se posent encore beaucoup de questions et que nous recevrons tout à l'heure. Elles sont en coulisses actuellement. Avec votre cœur, votre expérience et aussi avec l'aide d'un psychothérapeute qui s'appelle Pierre Lassus, eh bien nous tenterons ensemble d'aider ceux qui en ont encore besoin aujourd'hui. Vous avez écrit donc 2 livres sur votre maman. Le premier, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans lequel vous racontez ses relations, ça s'appelle « Pourquoi ma mère me rend folle ». C'est déjà une bonne explication. C'était aux éditions Ramsay. Puis vous avez récidivé avec un autre livre aux éditions Fayard qui s'intitule « Ma mère n'est pas un philodendron ». Dans le premier livre, vous écrivez « Je n'arrive même pas à retrouver de bons souvenirs avec ma mère. Au fond, je ne me rappelle que des mauvais moments. » En un mot, qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman? Qu'est-ce qu'elle vous a fait endurer? Je parlais de souffrance psychologique. Je ne veux pas dire que... Enfin, il n'y a pas d'épisode précis. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on endure. Et puis quand on est enfant, je pense qu'on est capable de tout endurer. Je crois que quand on est enfant, on ne se rend pas compte. C'est quand on est adulte qu'on se dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui m'a manqué. Mais quand on est enfant, les enfants, ils encaissent tout, quoi. Qu'est-ce que vous avez encaissé, justement, vous? Ben, moi, par exemple, pendant très longtemps, on ne m'a pas appelée. J'avais pas de prénom, j'étais le bébé. J'ai même retrouvé des mouchoirs brodés à mes initiales, c'était B. Parce que j'avais pas de prénom, j'étais du genre neutre. Et c'est après que je me suis dit, mais quand même, c'est étrange que... Pourquoi est-ce qu'elle vous appelait pas, votre maman? Peut-être parce qu'elle voulait pas... J'étais la 3e fille, j'aurais peut-être dû être un garçon. En plus, moi, j'étais une petite fille assez rêveuse, tête en l'air. Je lui ressemblais pas du tout physiquement. Alors ça, c'est important parce que vous en parlez justement dans votre livre. Votre sœur, elle est brune aussi, comme votre maman. Très méditerranéenne, très typée. Maman était une très belle femme, piquante, un physique un peu comme ça, la Jackie Kennedy, beaucoup d'allure, brune, une belle peau de pêche. Et moi, j'étais un espèce de bébé chauve, avec le cheveu filasse et la peau blanche. Il y avait une vraie différence, quoi. On était, je vois sur les photos, il y a des photos de moi petite à la plage à côté de ma mère, on n'a pas grand-chose en commun. Vous dites quand même dans votre livre que le seul moment où vous avez le sentiment qu'elle vous a regardé, qu'elle vous a aimé, qu'elle vous a admiré, c'est le jour où elle a appris que vous étiez passé à la télévision et que vous alliez devenir quelqu'un de connu. C'est terrible de dire ça, de vivre ça. Oui, mais c'était vrai. En même temps, c'était vrai. Tout d'un coup, j'avais une reconnaissance. Mais comme si, effectivement, ma non-identité était identifiée par d'autres, quoi. Il a fallu que ça passe par le truchement de quelque chose qui était un peu, voilà, valorisant pour exister différemment à ses yeux. J'ai pas reçu sans doute au bon moment la dose d'amour qu'il fallait. Jamais votre maman vous mettait en valeur quand vous étiez petite? Est-ce qu'elle, par exemple, elle mettait plus en valeur vos sœurs? Est-ce que ça se traduisait comme ça? Ou elle ne mettait personne en valeur? Je crois que c'était à tour de rôle. Je crois qu'il y avait l'idée... Pas dite comme ça, mais une sorte de compétition. C'est-à-dire que sur une saison, il y avait l'enfant préféré, puis ça variait, quoi. Vous étiez jalouse de vos sœurs, notamment de Catherine Laborde? Non. Moi, j'étais la petite dernière. J'avais 2 aînés que je trouvais admirables. Ma grande sœur Geneviève, qui était d'une beauté renversante. Catherine, qui était première en tout, brillantissime, intelligente. Enfin bon, et moi, j'étais vraiment le vilain petit canard, quoi, dans l'histoire. Donc ça servait à rien d'essayer d'approcher ces sommets. Non, moi, j'avais d'immenses complexes d'infériorité à l'égard de mes sœurs. Je me trouvais... En plus, j'étais myope, j'avais des lunettes, j'avais un appareil dentaire. Enfin, j'étais laide, enfin, j'étais monstrueuse, quoi. C'était une horreur absolue. Elle vous disait « je t'aime » ?
Est-ce qu'elle me disait je t'aime? Je sais plus. Honnêtement, j'ai pas le souvenir. J'ai le souvenir de ces manies qui m'exaspéraient en même temps. Je comprends, c'était... Par exemple, elle avait un terme pour quand on s'habillait, c'était... Ah, ça, c'est très prêt-à-porter, ce qui était le comble de la condamnation absolue. Il fallait être habillé avec des trucs cousus main, parce que sinon, c'était vraiment... Donc, elle avait comme ça toutes sortes de manies, qui étaient des manies de bourgeoise de province, quoi. Mais... Et donc, il fallait qu'on soit parfaite. Il fallait qu'on soit bien habillée. En plus, on est habillé en blanc, ce qui est infernal. Enfin, quand on a des enfants en blanc, évidemment, on était crottés du matin. Enfin, moi, en tout cas, j'étais crotté du matin au soir. C'est dur. Mais par exemple, on faisait la révérence. Moi, petite fille, quand je disais bonjour, j'avais appris à faire la révérence. Vous la vous voyez? Non. Non. Non, 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 non. Mais c'était la révérence. Mais il fallait faire la révérence, oui. Vous vous souvenez des autres manies de votre maman? Non, mais il y avait des choses définitives. Alors ça, c'est pas seulement maman, c'était les enfants ne parlent qu'au dessert. Bon, des choses comme ça, quoi. Très rigide. Non, je me rappelle par exemple que quand j'étais petite fille, on mangeait pas avec papa et maman le soir, on mangeait à la cuisine, avant. La sonnette sous la table pour appeler... Mais bon, ça, c'est pas des manies, c'est des trucs de province. C'est pas très convivial non plus quand on est une petite fille. Non, non. Mais je pense que... non, mais moi, j'ai le souvenir de maman dans sa chambre avec ses amis en train de boire le thé et de papoter, de faire de la couture et des choses comme ça. C'était ça qu'elle aimait, quoi. Ça a été difficile de devenir maman à votre tour? Ah oui, très. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas programmés pour être mère, mes sœurs et moi. Il y avait une mère, c'était elle, et personne d'autre. Et je pense que, quelque part, même ces petits-enfants... C'est-à-dire? Je ne suis pas sûre que ça l'ait jamais vraiment intéressé. Ce qui peut paraître assez paradoxal, finalement, c'est que vous êtes une personne publique maintenant, très connue des Français. Vous n'avez pas hésité à vous livrer dans un livre extrêmement intime et à montrer une facette de votre histoire qui n'est pas aussi joyeuse, aussi jolie que dans la plupart des biographies. Ça a été difficile d'accoucher de ça? Oui, parce que quand j'écrivais ça, je me disais, mon Dieu, c'est pas possible. Quand on va lire ça, c'est une horreur. Tu ne peux pas écrire des choses pareilles. Et puis en même temps, je me suis dit, il faut que je termine et il faut que je sois dans le vrai. Parce que ce qui est comment dire, on peut être impudique, mais on ne peut pas être indécent. Ce qui est indécent, c'est de mentir. Ce qui est indécent, c'est de broder sur son histoire. Donc moi, je me disais, voilà, je montre des choses qui sont extrêmement personnelles, qui sont peut-être à la limite un peu, effectivement, mais il ne faut pas que ça soit indécent. Donc je me suis dit, il y a une obligation de vérité dans ce travail-là, mais je savais que ça ferait un peu tousser dans la famille. Oui. Surtout qu'il y avait votre sœur en plus. Oui. Elle était au courant, d'accord? Non. Elle n'était pas au courant? Non. Elle était d'accord? Non. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a, enfin, j'allais dire, comment elle a réagi comme on réagit chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a dit qu'elle l'avait jamais lu, ce qui est bien. Donc on n'en a jamais parlé. Même encore aujourd'hui? Oui. Mais ça me convient parfaitement. Je veux dire, c'est une forme de familialement correcte. C'est sans objet, c'est sans débat, on n'en parle pas. Mais bon, voilà, je ne suis absolument pas dupe, elle sait que je ne suis pas dupe et ça n'a aucune espèce d'importance. Vous vous voyez pourtant? Ah mais on se voit, on s'adore, on se parle, ça pose pas de problème. En plus, ça m'est parfaitement indifférent. Maintenant, je sais que je suis une grande personne parce que son sentiment m'est parfaitement indifférent. Voilà. Dans quelques instants, nous allons recevoir des femmes qui sont dans la même situation que vous, enfin, ou à peu près, parce que chaque histoire est bien sûr différente, mais qui se posent de très nombreuses questions par rapport à ce que leurs mères leur ont fait subir, dit, pas dit, dit je t'aime, ou pas serré dans les bras, etc. Et puis on va recevoir aussi notre psychothérapeute, Pierre Lassus, et vous allez tenter peut-être de les aider, de voir ensemble avec elles quelle solution on peut trouver à leur histoire. Accueillons tout de suite la première d'entre elles, il s'agit de Nathalie. Elle a toujours souffert de la préférence que sa mère accordait à sa sœur. Voici Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes en congé parental actuellement. Votre maman a été assez dure, hein, on peut le dire, avec vous. Toute votre jeunesse, vous en avez entendu des réflexions, vous avez bien enregistré. Quel type de réflexion? Une 2 chevaux, ça ne marche pas à 200 à l'heure. C'est vrai, les 2 chevaux? Oui, mais c'est chouette les 2 chevaux. Gracieux. Attention. Un cheval, un âne, ça n'atteindra jamais un cheval de course. Le cheval de course, c'était votre sœur? Oh, je ne sais pas. Même non, pas. je ne crois pas. Non, non, non.
pour qu'on comprenne un peu votre histoire, vous viviez dans quel milieu? Comment était votre maman avec votre sœur, avec vous? Quel portrait vous dressez d'elle? Alors ma maman était ce que j'appelle une ultra-féminine, c'est-à-dire une femme avant tout. Mais tellement femme qu'elle en devenait presque une caricature de femme. C'était une femme qui avait été abandonnée toute sa vie, et donc pour ne pas être abandonnée, il ne fallait pas être mère. Parce qu'à partir du moment où on était mère, on était abandonné. C'est ce qu'avait vécu sa mère. Mon grand-père l'a abandonnée, ma grand-mère quand elle était enceinte, puis mon père a abandonné ma mère quand elle était enceinte de moi, puis de ma sœur. Donc on était ou femme ou mère. Donc mère, elle était devenue mère, mais elle voulait rester femme, donc voilà. Elle vous délaissait un peu, c'est ça l'idée? Donc elle laissait complètement de côté son côté mère. Et c'était juste une femme. Voilà, une femme. En fait, elle vous reprochait à vous sa maternité, en fait. Oui, peut-être quelque part. D'avoir perdu quelque chose. Ça se traduisait comment? Pardon? À quel moment vous avez commencé à avoir le sentiment qu'il y avait un truc qui n'allait pas vraiment avec votre maman? À quel moment j'en ai pris conscience? Certainement au moment du divorce de mes parents. Vous aviez quel âge? J'avais dans les 10 ans. Quand nous sommes partis de Paris, on était en banlieue parisienne et on est arrivé à Aix-en-Provence. Et je me suis retrouvée donc seule avec maman et ma sœur qui est là-bas. Qui est dans le public. Coucou. Et qui peut intervenir dès qu'elle veut, évidemment. Et nous nous sommes donc retrouvées à Aix, toutes les trois, toutes seules. Et là, les différences se sont fait sentir. La douleur était très forte. Alors, différence, c'est-à-dire? Cathy, c'était toujours la petite princesse. Votre sœur qui est là. Voilà, c'était toujours la petite princesse. Elle était merveilleuse. Oui, hein. C'était un être merveilleux. Elle était extraordinaire. Elle faisait tout bien. Tout était facile avec elle. Et moi, tout ce que je faisais, de toute façon, c'était nul. C'était pas la peine que j'essaye. De toute façon, mais elle vous le disait. C'était pas du ressenti. Oui, elle le disait. Elle le disait. Je l'ai ressenti plus tard. Je peux vous donner des exemples. Quand je faisais du théâtre, oui, de toute façon, je n'irai pas te voir parce que tout ce que tu fais, c'est bidon, tu n'y arriveras jamais à rien. Pour mes études, bon, maintenant, tu vas arrêter de nous casser les pieds, tu vas aller trouver du boulot, on ne va pas supporter ça toute notre vie. Dès que j'essayais d'attirer son attention, c'était t'arrêtes ton cinéma. Dès que j'essayais tout ça, quoi. Alors que Cathy, tout ce qu'elle faisait, c'était bien, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque, quand vous étiez petite, que c'était injuste, ou est-ce que vous aviez fini par vous dire oui, c'est la vérité, effectivement, je suis moins bien que ma sœur? Oh bah, de toute façon, c'est ce que je me suis dit. Je suis beaucoup moins bien que ma sœur, certainement. C'est horrible. Moi qui suis dans l'encrier, je hurlais, je criais. Donc évidemment, déjà que la communication ne passait pas, plus je criais, plus j'enquiquinais tout le monde, plus on disait « Arrête ton cinéma !» C'était la phrase « Arrête ton cinéma !» Voilà. Vous aviez aussi ce sentiment, Françoise, de temps en temps, d'être moins bien que votre sœur? Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Non, mais moi, j'en ai été persuadée pendant très très longtemps. Très très longtemps. D'être effectivement... Mais alors moi, j'étais la petite dernière, donc franchement, bon, tout ce que je tentais, ça avait été expérimenté et réussi par les autres avant. Donc bon, ça incite pas à se lancer dans l'aventure. Donc c'était... Et puis alors, ma sœur m'infligeait... elle était très bonne en latin, elle m'infligeait les traductions de version latine. Enfin, c'était insupportable. Elle vous infligeait, c'est-à-dire? Ah bah oui, parce que quand on est une sœur aînée, on aide la petite sœur, on lui fait la traduction, enfin je veux dire n'importe qui normalement constitué. Dans lequel il fallait que je comprenne le latin, donc elle m'obligeait à apprendre les petits verbaux, les trucs, les machins, tout ce que j'ai détesté toute ma vie. Donc c'était, oui, elle faisait le prof avec beaucoup de... Elles étaient très... mais parce que mon père était prof peut-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si entre votre sœur et vous, ça a créé de la compétition, de la rivalité, de la tension. Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est bien. J'ai jamais été jalouse de ma sœur. Ce que je voulais, moi, c'était ma place de grande sœur. Parce que moi, je suis l'aînée. Ouais. J'avais envie de choyer ma petite sœur, de m'occuper de ma petite sœur. Et puis maman, c'était un peu divisée pour mieux régner entre ses filles. Mais je pense que Cathy a autant souffert que moi, d'une façon différente. Parce que justement, elle devait se conformer à ce modèle. Ce qui semble différent de votre histoire, Françoise. On sent quand même la compétition entre oui, mais je pense que ce qui est semblable sans doute, c'est qu'il y a effectivement certaines mères qui désignent un enfant comme étant, comment dire, qu'elles instrumentalisent aussi. Je crois que c'est vrai que le rôle de la fille parfaite qui ressemble à la mère et qui est l'enfant idéal, c'est aussi sans doute difficile à porter, parce que c'est la mère en réduction, et que c'est l'enfant instrumentalisé par la mère. C'était le cas, Cathy ? Ça l'est toujours. La fichée à maman, celle qui réussissait tout. Je vis à travers elle. C'était la pression, quoi. Ouais. C'était dur à supporter? Un peu dur, parce que je sentais ma sœur en souffrance. Donc elle est partie de la maison quand on était adolescente. Elle est partie chez mon père, parce qu'elle ne s'entendait plus avec ma mère. Et bon, malgré tous les jeux d'enfants, j'étais quand même triste qu'elle ne soit plus là, quoi. Donc je sentais, puis quand elle revenait, elle se disputait toujours avec ma mère. Donc c'était un peu difficile à porter. J'avais l'impression que c'était de ma faute.
alors que ça l'était pas. Mais vous sentiez que votre maman vous préférait? Oui, bien sûr. Et vous en souffriez ou au contraire vous en jouiez? Non, j'étais contente. C'est quand même bien d'être la chouchoute. Puis quand on est petit, on réfléchit pas trop. Donc si c'est le plus beau gâteau, il est pour nous, ben on va le manger. Hein. À quel moment vous avez eu le sentiment qu'il fallait inverser la donne par rapport à votre sœur? Quand j'étais maman moi-même. Voilà, j'ai compris que c'était pas très injuste. C'était un peu injuste quand même tout ça. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman, pour vous faire comprendre que vous étiez mieux que votre sœur? À ses yeux, évidemment. D'abord, elle me disait toujours que j'étais la plus belle. Elle me promenait comme un trophée. Des fois, si j'avais honte, on se promenait à Aix, comme je travaillais à Marseille. Elle m'emmenait dans les boutiques où elle allait. Elle me disait, regardez, c'est ma fille, c'est ma fille. Alors je disais, arrête, maman, arrête. J'étais un peu pudique quand même. C'était un peu gênant. Mais bon, ça me flattait un peu aussi quand même. Donc, c'était un petit peu bon. Et puis, quand ma maman était malade, bon, après tout, on en parlera tout à l'heure peut-être. Vous allez nous raconter après comment ça s'est passé. Si effectivement vous avez pu dire pardon ou votre maman vous a dit pardon après, vous allez nous le raconter. Mais il y a une question. Bonjour. Bonjour, Éric de Mériel. J'avais une question pour Nathalie. En tant qu'enseignant, en fait, je voulais savoir si à l'école, ce manque d'amour, ça vous a poussé à en faire davantage en classe ou bien au contraire, ça vous a cassé sur le plan scolaire? Ça m'a cassé sur le plan scolaire. Ça m'a cassé parce que comme j'étais pas capable de réussir, je pense que c'est même pas une peur de l'échec, c'est une peur de la réussite. Parce qu'à ce moment-là, on répond peut-être plus à l'image qu'on vous renvoie. Et d'ailleurs, je suis devenue institutrice. Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis prof d'école également. Voilà, moi je suis institutrice. J'aime bien le mot tutrice. Vous disiez que vous aviez fait du théâtre à un moment. Oui, j'ai fait du théâtre. Oh, j'ai fait plein de choses. Une sorte de reconnaissance que vous n'aviez pas à la maison. Elle vous admirait à ce moment-là de faire du théâtre? Elle est venue vous voir? Non, elle n'est pas venue me voir. Elle n'est pas venue me voir la première fois. Et en fait, le lendemain, parce que c'était dans Aix, c'était au théâtre d'Aix, c'était dans le cadre d'un festival. Elle a entendu tellement de bien sur moi qu'après elle se promenait. C'est ma fille. Parce que ma mère, c'est Mme Chiclala. On l'appelait Mouchi. Hein. Vous voyez, Marthe Villalonga dans Un éléphant, ça trompe énormément. C'est ma fille, c'est la meilleure, c'est ma fille. Mais bon, et après, elle est venue me voir. Mais bon, j'ai fait plein de choses. J'ai cherché mon clan partout. J'ai cherché à être reconnue partout. Là aussi, c'était la reconnaissance sociale qui intéressait votre mère? Non, je ne crois pas que ce soit reconnaissance sociale, non, je pense pas. Le succès, en tout cas. Le succès, oui. Réussir, là, je pense que maman était quelqu'un de très complexé, qui n'avait pas réussi sa vie comme elle aurait voulu la réussir. Elle pensait que c'est Cathy qui allait réussir à sa place. Et puis, de s'apercevoir que j'étais capable de faire des choses, elle était très fière. Et bon, puis après, ça repartait dans des délires. Mais ça, je vous dis, c'est un problème de communication aussi entre parents. François, je crois que vous avez voulu aussi, à un moment, être comédienne. Ça vous aurait plu? C'était une manière aussi d'être reconnue, admirée, de vous faire remarquer? Je ne sais pas, mais c'était l'idée, en tout cas, qu'on pouvait avoir une autre vie que la sienne. Et moi, il me semble que quand j'étais petite fille, j'adorais ça. M'imaginer que j'étais quelqu'un d'autre. Nathalie, vous êtes venue aujourd'hui rencontrer Françoise parce qu'elle a fait un travail sur elle, elle a écrit un livre et parce que vous posez encore beaucoup de questions par rapport à cette histoire avec votre maman et vous êtes d'ailleurs venue avec votre sœur. On va essayer de vous aider et aussi avec notre psy qui est là. Quelle est la question que vous vous posez? J'ai décrit maman comme une ultra féminine. Et moi, par opposition, au lieu de suivre le modèle, je suis devenue une ultra-maternelle. C'est-à-dire que je materne tout le monde. Je materne mes enfants, bien sûr. Je materne les gens que je rencontre. Je materne mon mari. Je materne tout le monde. Et vous avez 3 enfants de pères différents? J'ai 3 enfants de pères différents. Ceci explique cela? Oui, je pense, oui. C'est-à-dire aimez-moi. Donc, je vais faire peut-être comme maman au départ, essayer de me fondre au modèle qu'on attend de moi. Et puis, le naturel revenant au galop, à un moment, ça ne me convient plus du tout. Et j'ai envie de reprendre mes billes et puis d'aller jouer dans mon coin, quoi. Hein. Puis l'amour, ça passe peut-être par le fait de faire un enfant cette fois. Voilà aussi. En plus, ce qui est marrant, pour les 2 premiers, j'ai eu 9 mois de grossesse, 9 mois avec les pères, et je me suis séparée après tout de suite 9 mois, comme si j'avais fait une deuxième grossesse extérieure. Et puis, je peux pas être mère. Donc j'ai quand même ce modèle, je peux pas être mère et femme en même temps. Donc en fait, vous vous sentez très très maman, contrairement à votre maman, et vous vous sentez moins femme. C'est ça que vous voudriez? Je voudrais savoir à partir de quel moment je vais comprendre que je ne suis pas qu'une mère, quoi. Je voudrais savoir à quel moment... Françoise voulait non, mais ce qui réagir et puis après c'est que vous opposiez femme et mère. Mais oui, parce que l'opposition, ça pourrait être mère ou épouse ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, vous reproduisez... Enfin, je ne sais pas moi le psy, mais c'est rigolo comme vous reproduisez le modèle maternel. Oui, complètement. Où effectivement, dès qu'il y a une maternité avec un homme, on passe à un autre homme. Et l'homme, quelque part, il
il est pas dans la continuité, quoi, quand même. Les Amazones, hein, justement, Pierre Lassus, vous êtes psychothérapeute. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Nathalie? Alors, Nathalie, elle peut s'occuper d'elle. Moi, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant, vous savez, ma petite fille va pas bien, mon fils va pas bien. Et en général, au bout de 2 minutes, je les écoute et j'aurais été étonné que le petit garçon et la petite fille aillent bien, vu que la maman va pas bien. Donc je dis, soignez-vous, occupez-vous de vous, tâchez de mettre cette distance suffisante entre le scénario que vos parents, votre mère, parce que c'est encore plus fort entre mère et fille, hein, je crois, a voulu que vous jouiez. C'est plus elle qui est le metteur en scène, c'est vous. Alors donc, il faut prendre conscience de ça. Je racontais tout à l'heure, avant l'émission, une femme en thérapie un jour, une dame qui avait une trentaine d'années, une quarantaine d'années, bien sous tout rapport, très bien dans ses baskets et dans sa vie, qui prend conscience à 35 ou 40 ans qu'à chaque fois qu'elle rentre dans un magasin pour acheter des habits, elle commence par choisir les habits qui lui plaisent. Elle se regarde, elle se plaît, puis elle pose les habits. Et elle en achète d'autres. Et quand elle rentre chez elle, elle les essaie et elle ne se plaît plus du tout. Mais il lui a fallu 35 ans pour comprendre qu'elle choisissait les habits que sa mère intérieure lui disait de choisir. Et donc elle s'est dit à 35 ans, j'ai le droit, j'ai la permission de choisir ce qui me plaît et d'être comme j'ai envie d'être. Hein. Et je crois que c'est ce travail psychique, parce qu'il y a les parents pour de vrai, notre vraie maman, notre vrai papa. Vous n'avez d'ailleurs pas beaucoup parlé des papas, mais enfin, ce n'est pas le sujet de l'émission. Ah bah si, à mon avis, c'est aussi beaucoup le sujet. Non, on ne les a pas entendus, hein, on les a entendus vraiment très, très passagèrement, et je pense que ceci n'est pas sans rapport avec cela. Eh bien, c'est donc ces parents, pour de vrai, on n'y peut pas grand-chose à eux. Hein. Ils sont comme ils sont, et vous l'avez très bien dit, on a bien senti cette transmission de génération en génération. Les grands-parents, c'était déjà comme ça, etc. Eh bien, ça, on ne peut pas les changer, eux. En revanche, nous pouvons changer les parents que nous avons dans notre tête. Voilà. Françoise, qu'est-ce que vous dites de la réponse de notre psy, Pierre Lassus? Moi, je peux évidemment adhérer à ça, parce que je trouve que... Mais c'est le travail le plus difficile, quoi. Il faut que nous ayons bien en tête qu'un petit enfant qui vient de naître est totalement dépendant de ses parents, et notamment de sa mère. C'est-à-dire que ses parents ont un pouvoir total sur l'enfant, de vie et de mort. Et que l'enfant commence à se construire psychiquement dans une relation totalement inégalitaire, qui est le parent a tout le pouvoir, et lui n'a aucun pouvoir. Il dépend de ses parents pour survivre. Et nous restons dans ce schéma dans lequel ses parents sont tout puissants. On parle de ces mères toutes puissantes. Il y a des images comme ça extraordinaires. Dans les contes, par exemple, vous parliez aussi dans l'enseignement, travailler avec les enfants, c'est travailler avec des contes. Et le nombre de contes qui nous racontent des histoires de parents terrifiants, d'ogres, de géants, etc., eh bien, ça vient de là. Ça vient de cette première relation qui est une relation de totale dépendance. Comment arriver à se dire ce n'est plus actuel aujourd'hui, même si maman ne m'aime pas, je vais survivre. Ça me fera de la peine, j'aurai de la peine, mais je peux survivre. Et je voulais juste citer le livre de Pierre Lassus, Peut-on faire le bonheur de ses enfants, aux éditions de l'Atelier, coécrit avec Pauline Bébé-Jolineau et Caroline Eliachef. On va continuer d'avancer avec notre prochaine invitée. Elle est critique littéraire pour le magazine Marie-Claire. Elle a souffert, elle aussi, du caractère de sa maman, un caractère très autoritaire et bien peu affectueux. Elle va nous le raconter. Elle lui faisait souvent des reproches. Je vous demande d'accueillir Emmanuelle de Boisson. Emmanuelle de Boisson, bonjour. Bonjour. Vous avez aujourd'hui 3 enfants, une fille, 2 garçons. Vous êtes auteur d'un livre parce que vous avez aussi écrit votre histoire, Le secret de ma mère, aux éditions Presse de la Renaissance. Comment est-ce qu'elle était, votre maman, avec vous? Ce qui est différent avec Françoise Laborde, c'est que je suis l'aînée. Donc, ce qui est tout de suite une situation un peu particulière dans une famille de 5 enfants. Et donc, il y a quelque chose de très lié entre une mère aînée et sa fille. Elle m'a eu assez jeune. Et donc, avec moi, elle voulait vraiment que vous avez entendu le lapsus que vous avez fait, là? Vous avez dit une mère aînée et sa fille. C'était une fille aînée. C'est marrant, hein, je ne suis pas psy, voilà. hein, mais bon. Ce qui prouve bien qu'il y avait donc un rapport incroyable entre nous deux. C'est-à-dire un rapport presque de sœur, je dirais. Donc, ma mère avait une idée bien précise de ce qu'elle voulait que je devienne, finalement. Bon, que je devienne, selon ses désirs, une jeune fille qui lui ressemble et qui suive le même parcours qu'elle. Donc, avec moi, elle était très influente, je dirais. Vous étiez dans quel type de milieu?
Oh, bah, ma mère, c'était un milieu d'intellectuels parisiens. Elle était issue de ce milieu-là. Et mon père était un homme de bourgeoisie de province, d'Alsace. Donc, elle avait quand même... C'était une femme intelligente, qui avait beaucoup d'autorité naturelle et en même temps pas mal de faiblesses. Des fêlures, des blessures de sa vie. Et donc, avec moi, elle avait une autorité réelle. Et au fond, j'ai pendant longtemps suivi le parcours qu'elle m'indiquait. Et j'ai mis énormément de temps à m'arracher d'elle, à trouver vraiment qui j'étais, et ça a été tout un travail. Alors c'était plus qu'un guide, hein, parce que c'est pas si mal finalement d'avoir des parents qui vous guident, notamment une maman, mais là c'était... Oui, c'était très autoritaire. C'était une influence à la fois morale, parce qu'elle voulait que... Elle me disait, il faut que tu aies valeur morale et sens pratique, ce que j'appelais VMSP. Et donc il fallait que je rentre dans cette morale, cette conception de l'éducation qu'elle avait. Et qui se traduisait comment Et qui se traduisait d'abord par un mode de vie. On vivait au Maroc, on était 5 enfants, tous les 5 habillés pareil, comme des Dalton, donc déjà un peu de difficulté à savoir. Amusant les vêtements, hein, François. Les vêtements, et toujours en robe à smoke, les filles, les garçons pareil. Donc déjà pour trouver son identité, c'était pas très facile quoi, quand on est tous pareils. Et donc, a fortiori, la fille aînée, il fallait être à la fois raisonnable, donc bonne à l'école, et puis aussi être attentive aux autres. C'était très important pour elle, et finalement un petit peu s'effacer. Et moi, je garde un mot très fort, on parlait des mots tout à l'heure. Un jour, elle me dit, il faut qu'une femme soit effacée. Et quand j'ai réalisé, en faisant une analyse, que ça pouvait dire effacer la femme, quoi. C'était devenir une petite fille bien, mais pas avec des aspérités, sa personnalité, son exubérance qu'elle me reprochait. Donc il fallait que je sois un peu la jeune fille modèle. Elle était loin d'être exubérante avec vous? Elle était... Des câlins, des je t'aime, des bisous? Non, pas du tout. Ce qui était bizarre chez elle, c'est qu'elle s'occupait beaucoup des autres, c'est-à-dire elle s'occupait des pauvres au Maroc, autres à l'extérieur. Puis des immigrés, elle faisait beaucoup de social. Donc on avait une image d'une mère un peu parfaite, très dévouée, et avec nous, elle ne donnait pas vraiment de tendresse, jamais de compliments, pas de chaleur, pas de tout ce dont on a besoin étant enfant. Et alors les compliments, on en a besoin aussi, donc on a du mal à savoir qui on est quand on. À quel moment vous avez commencé à en souffrir? Alors petite, j'en ai pas vraiment souffert. J'étais une petite fille sérieuse, un peu à l'ombre, et elle a voulu un petit peu me sociabiliser, me mettre sur une scène de théâtre, d'où mon désir de devenir comédienne. Mais pourquoi? Pour vous montrer? Parce qu'elle me trouvait trop solitaire. Il fallait être sociable. Il fallait donc être un peu ouverte aux autres. Et moi, c'était pas trop dans ma nature. J'étais une petite fille placide, tranquille. Comme elle l'avait demandé d'ailleurs. Non, elle aurait voulu justement que je sois un peu une... effacée, mais en même temps... C'est compliqué. Effacée, mais attentive aux autres quand même. Et puis capable d'avoir une place dans le monde, quoi. J'essayais de manifester ma personnalité à travers ces facettes-là d'adolescente, avec les garçons aussi. Un jour, j'ai été dormir dans un grenier à foin avec un garçon. Elle l'a su. Mais elle m'a fait une scène terrible, quoi. J'avais 14 ans et elle m'a dit, mais écoute, Emmanuel, il faut se réserver pour plus tard, pour un homme. Comment fais-tu une chose pareille? Elle avait le sens qu'une jeune fille doit donc attendre avant son mariage pour vraiment... devenir vivre avec son seul amour idéal, quoi. Vous m'avez dit que vous n'avez pas de geste de tendresse. Le matin, elle vous faisait des bisous quand même. Ça se passait comment? Elle vous disait qu'elle vous aimait? Elle s'occupait de nous. Ma mère était un peu comme une maîtresse d'école. C'est-à-dire que tout était très bien organisé et planifié à la maison. Les horaires, les repas, les menus toute la semaine. Une bonne éducatrice. Fêtes. Elle était très bonne éducatrice et ça, je ne le reproche pas du tout. Dans ce sens, je me suis construite autour de ce qu'elle m'a donné. Mais il manquait vraiment de moments de tendresse, effectivement, d'expression d'émotion. Je t'aime. Non, elle me l'a dit à la fin de sa vie, au moment où elle était... Vous lui disiez, vous? Moi, je lui manifestais, oui, je lui faisais des cadeaux, je lui disais, oui, je crois, oui. Et une petite fille, c'est toujours un peu dans les jupes de sa maman, ça tire la jupe, ça peut faire des câlins et tout. Vous le faisiez, ça? Ou au contraire, vous étiez réservée quand même, vous le demandez? J'ai un souvenir de petite fille, justement, par rapport à ce que vous dites. Je me mettais contre sa jupe, justement, comme ça. Et elle me disait, écoute Emmanuel, tu me colles. Donc évidemment, à force d'entendre ça, je m'éloignais un peu, quoi. J'étais... Françoise, vous faisiez ça aussi? Non. J'avais pas du tout.
Moi, je n'ai pas le souvenir d'être allée chercher des câlineries. Et c'est drôle, j'en ai parlé avec une amie qui me disait, quand tu étais petite fille, tu ne te souviens pas de la... Oui, puis même de la peau de ta mère, de son odeur, etc. J'en ai aucun souvenir. Mais alors, absolument aucun. Et quand j'étais petite, il me semble d'ailleurs que c'était mon père, quand j'étais malade, j'ai souvenir de mon père s'occupant de moi malade, mais pas de maman, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que... Je ne sais pas, je sais pas. Et vous, Nathalie? Moi, j'ai des souvenirs quand même de gestes de tendresse, mais ils sont très lointains. Ou alors, ils sont à la fin aussi, au moment où on a accompagné maman. Ils sont très lointains, de moments fusionnels. Ouais. Il n'y a jamais de moment où votre maman se lâchait un peu? Justement, Françoise parlait de la maladie. Quand un enfant est malade, une maman s'épanche, théoriquement. Oui, quand on était malade, justement. Je me souviens quand on avait... J'avais beaucoup de fièvre. Moi, je crois que je me suis exprimée souvent par des ganglions. J'avais des grosses boules qui sortaient, beaucoup de fièvre, somatisée. Et là, elle venait, elle m'apportait des tas de petites choses et elle était plutôt proche. J'étais souvent malade, oui. Toutes les semaines. Comment vous expliquez que votre maman elle a eu ce comportement par rapport à vous? Moi, je l'explique par son histoire. Et au fond, dans mon livre, Le secret de ma mère, j'ai trouvé ce titre parce que c'était une femme pudique. J'ai compris que son secret, c'était son histoire, à la fois les blessures de la guerre, à la fois son éducation, dans une famille où de mère en fille, on ne se donnait pas d'amour. Vous aviez une question, Emmanuel, même si vous avez écrit l'histoire de votre vie, de votre maman, mais il vous reste encore une question et vous vouliez la poser aujourd'hui sur le plateau. J'ai écrit ce livre, Le secret de ma mère, pour essayer de la comprendre. Je termine juste là-dessus, parce qu'il fallait à la fois imaginer ma mère, dans les moments de sa vie que je ne connaissais pas, une passion, ou dans son enfance quand elle était petite et triste, pensionnaire. Et puis, le fait d'écrire m'a vraiment permis de l'accepter et de l'aimer d'une certaine manière. Moi, ma question, c'est tout de même, comment arriver à vraiment prendre confiance en soi et surtout à croire en sa réussite? Parce que j'avais une mère qui ne me donnait pas cette permission. Je n'avais pas le droit d'être écrivain, d'être journaliste, de réussir. Et encore maintenant, j'ai des doutes sur moi-même aussi. Justement, quand on a une mère qui ne vous donne pas cette confiance. Comment y arriver? Les parents ne se rendent pas compte souvent qu'ils donnent des messages contradictoires aux enfants. Et l'enfant, il ne peut pas y arriver. Donc, il est stupéfait, il pense qu'il échoue, etc., etc. Alors, il y a cette idée d'immunité que j'ai entendue dans ce qui s'est dit ici. Quand un enfant naît, vous savez que la mère le protège par son immunité pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que le système immunitaire de l'enfant soit construit. Donc l'enfant est protégé contre un certain nombre de maladies pendant à peu près 5-6 mois. Après commencent les angines, les otites, etc. Eh bien, il y a une façon d'immuniser un enfant toute sa vie. C'est quand il arrive de lui passer le message « c'est bien que tu sois là et c'est bien que tu sois toi ». Et donc les enfants qui ont eu la chance d'avoir ce regard bienveillant et d'accueil de la part de leurs parents, et notamment de leur mère, qui leur a dit « c'est super que tu sois là et c'est super que tu sois toi ». Eh ben, ils auront toute leur vie des ennuis, des embêtements, des licenciements, des deuils, des peines d'amour, mais au fond, ils ne douteront jamais de leur légitimité à exister. En revanche, si nous n'avons pas eu cette chance-là, ça devient difficile. Donc il faut que nous le donnions nous-mêmes. Il faut donc que nous travaillions sur ces parents que nous avons dans notre tête et qu'on leur dise « soyez bienveillants ». Regardez-moi et acceptez-moi. Donc Emmanuel, qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à cette confiance qui lui manque encore un petit peu par rapport à l'écriture? Je pense qu'elle a déjà travaillé sur elle-même. Oui. Et le travail d'écriture est évidemment un travail de rencontre avec soi. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la psychanalyse, j'ai bien aimé parce qu'on en fait toute une montagne, mais c'est rien d'autre qu'un voyage avec soi-même. Alors notre prochaine invitée a tenu à témoigner à visage couvert. D'après elle, sa mère ne l'aime pas. Elle a vécu avec les reproches, les remarques dévalorisantes de celle-ci. Depuis 14 ans, elle a définitivement coupé les ponts avec elle. Voici Marie. Vous, Marie, vous avez une question très forte qui vous taraude depuis très longtemps et qui demande vraiment une solution. Vous allez la poser dans quelques instants, cette question, mais il faut que nous connaissions un petit peu votre histoire. Vous dites que votre mère ne vous a jamais aimé. Oui. C'est très clair. Oui, c'est très clair. À la différence près, c'est que je l'ai vécu longtemps avant de m'apercevoir que d'une part, c'était vrai, d'autre part, elle le niait. Et donc j'ai cru que c'était moi qui mentais. Évidemment, j'ai culpabilisé parce que j'ai cru que c'était dû à moi. Longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois arracher pour que ma propre mère m'aime? Et en fait, elle a fini par me l'avouer quand je lui ai annoncé que j'attendais une petite fille. Vous avouez quoi?
Qu'elle ne vous aimait pas? Oui, de manière indirecte, c'est-à-dire je lui ai dit que je lui ai annoncé que j'attendais une petite fille, elle m'a répondu, elle m'a regardé avec un sourire assez méchant, sans aucun doute, et elle m'a dit, mais j'aime pas les filles. Et là j'ai compris que mon monde s'effondrait et que tout ce que j'ai voulu croire, qu'elle m'aimait, qu'elle pouvait m'aimer, même si je savais que je cherchais à acheter son amour par tous les moyens possibles et imaginables, j'ai compris que là c'était la vérité depuis toujours. Vous aviez 3 frères, hein? Oui, j'avais 3 frères. Et donc vous étiez la seule fille, elle n'aimait pas les filles, et elle vous l'a fait payer. Oui, mais elle n'aime pas non plus les petites filles qu'elle a. Je veux dire, donc c'est clair. Les petits-enfants? Non, les petites filles. Les petites filles, oui. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai entendu les divers témoignages, qui sont tous un peu semblables. La seule chose, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus dramatique qu'on ne le dit, car on a une interdiction de vivre. C'est-à-dire que je trouve ça pire que de tuer son enfant, parce qu'on le met au monde avec l'interdiction de vivre. C'est-à-dire que vous dites que la souffrance psychologique de ne pas être aimé par ses parents, c'est presque des fois plus dur que la souffrance physique? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire que tu vis là, tu es là, dans un monde avec toutes ces vicissitudes, et tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit d'être jolie, tu n'as pas le droit d'être séduire, tu n'as pas le droit d'exister. Tu es en trop. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman? C'est-à-dire que c'était pas si clair que ça. Si ça avait été « je ne t'aime pas je pouvais l'entendre et me dire « elle est méchante ». Mais c'était caché, c'était non avoué, donc c'était nier l'existence. C'était beaucoup plus subtil. Comment? Bon, j'ai jamais été embrassée, j'ai pas souvenir de ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas vue depuis 14 ans, depuis que je lui ai dit que j'attendais une petite fille, parce que là, le monde s'est effondré. Elle m'a dit « tu pars quand ?» Parce qu'ils ont une maison au bord de la mer où j'étais allée les voir. Et elle m'a dit « tu pars quand ?» Parce que tes frères arrivent. Et moi, j'étais enceinte jusque-là, ça ne se passait pas bien. Elle voulait se débarrasser de vous? Oui, c'était très clair. Et donc, avec le temps, elle a été plus honnête à son corps défendant par rapport à cette inimitié qu'elle me portait. Et donc, pour moi, ça devenait de plus en plus clair. Et je pouvais de mieux en mieux me dire « c'est peut-être pas moi qui suis coupable ». Mais ça a été long. Justement, toutes ces années où vous ne compreniez pas vraiment qu'elle ne vous aimait pas et où vous culpabilisiez, qu'est-ce qui se passait? Comment vous disiez, j'avais pas de câlin, pas de tendresse, pas de je t'aime, je suppose non plus. Elle était comment avec vous? Elle était méchante? Non, elle était indifférente, elle me niait. C'est-à-dire que je n'existais pas. Mais comment ça se Je n'avais pas de physique. Jamais elle ne m'a dit que j'ai... Si, une fois, elle m'a dit que... Un jour, j'essaye des lunettes de soleil. J'avais 13 ou 14 ans, elle me regarde et elle me dit... tu ne devrais pas mettre de lunettes parce que ça cache tes yeux, tu n'as que ça de bien. Bam, pas évident. Et c'était pas méchant, c'était juste je te jette. Et c'est pire. Il n'y avait pas d'adultes autour, donc de tant de papa qui pouvaient réparer ça ou tricoter autre chose? Mon père était cavalier militaire, donc comme ça, il ne sait pas ce que c'est que les sentiments, ça ne se dit pas, c'est pas propre. Et en revanche, maman m'a vraiment livré en pâture aux autres femmes de la famille, qui s'est dit, celle-là, elle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle m'a livré la méchanceté des autres femmes, facilement. Quelles autres femmes? Les tantes, par exemple. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on laisse comme ça, sans le protéger, les autres se croient autorisés à lui faire du mal. Qu'est-ce qui se passait? Puisque personne ne le défend. Des jalousies. Des jalousies? Votre tante était jalouse de vous? Vous a défendu? Non, jamais. Personne. Et vous êtes construite, vous avez trouvé quelqu'un enfin qui puisse vous remplacer un peu cette image de mère? Non, j'ai fait une analyse qui m'a éclairée mais qui ne m'a pas aidée. Et j'en arrive à la conclusion, à travers ce que dit notre psy et vos expériences, je me dis au fond, pour s'en sortir, pour commencer à avoir le droit de vivre, il faut que soit nos mères meurent, soit il faut les affronter en disant « Attends, c'est pas moi qui suis coupable, c'est toi qui n'es pas normal. Oui. Françoise, qu'est-ce que vous en dites justement? C'est terrible cette phrase, mais en même temps, est-ce que ça ne libère pas le décès, la disparition de quelqu'un? Bien sûr, et puis il y a plein d'exemples où on voit que c'est quand nos parents disparaissent, parfois qu'on ose des choses qu'on n'aurait pas osé avant. Mais je pense que en même temps, le silence pendant 14 ans, ce que vous racontez, c'est en même temps une immense souffrance que vous vous imposez à vous, parce que et pour rien, parce que au fond, bon, la messe est dite, vous l'avez dit vous-même, vous avez compris que l'affaire est entendue. Alors je sais, c'est facile de dire ça, non, puis c'est autre chose quand on le vit. Vous avez raison. Mais il ne faut pas que ça soit important. La seule façon de se débarrasser de ses parents, c'est de considérer que c'est pas si grave, quoi. C'est pas si important, qu'on arrive à grandir, qu'on arrive à être une grande personne avec ou sans eux.
et que même sans eux, on y arrive. Mais je voulais juste intervenir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez décrit une situation qui est typique des situations de maltraitance, qui est l'inversion de la culpabilité. Maltraitance psychologique, on est bien d'accord. Hein. Eh bien, justement, on entend dans maltraitance les parents qui battent leurs enfants, qui les violent, qui les assassinent, et on n'entend pas assez. Et j'ai trouvé intéressant, important que vous disiez, vous insistiez sur la gravité des maltraitances par abstention, par défaut. On ne dit rien, on ne fait pas de mal, mais on fait un mal terrible qui est celui de ne pas reconnaître l'enfant comme un autre. Et il y a aussi cette expression « mon enfant »,« ma fille »,« mon fils ». Il y a un danger dans cette expression. Il faut l'employer, bien sûr, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas un rapport de possession. Ce n'est pas un autre être que je possède qui est là pour me prolonger, qui est là pour faire ce que je n'ai pas pu faire, qui est là pour répondre à mes besoins. La véritable bonne position, c'est que les parents doivent répondre aux besoins de l'enfant et pas l'inverse. Sinon, on a un système d'inversion, et notamment d'inversion de la culpabilité. Vous vous êtes senti coupable. Ma mère ne m'aime pas, ça doit être de ma faute. Et vous dites, elle n'était pas méchante. Elle m'a dit ça, c'est pas méchant. Osez dire que c'est... Vous ne savez pas si c'est méchant dans sa tête ou pas, mais c'est de la souffrance pour vous. C'est vraiment très très difficile de vivre avec un message comme celui-là. Et c'est d'ailleurs amusant ce que vous dites, entre guillemets. C'est que, non, entre guillemets, j'ai dit. C'est parce que les enfants, souvent qui sont maltraités physiquement, se sentent aussi coupables d'être maltraités. Ils se sentent coupables. Et le parallèle que vous faites avec la violence psychologique, c'est intéressant. Ce que vous dites aussi, c'est comme ma mère ne me protège pas, les autres peuvent me faire du mal. Or, dans beaucoup de phénomènes de maltraitance pour les enfants, on voit que ce qui fait défaut, c'est la protection des parents. Ils ne protègent pas leurs enfants parce qu'ils ne les aiment pas assez. Tout à fait. Ils ne les nourrissent pas assez d'affection. Et quand vous dites on faut aller de là, c'est facile à dire, mais, je veux dire, moi c'est allé au point où quand j'ai eu mon petit garçon, qui était un petit garçon qui était exquis, j'avais aussi un chien, un setter irlandais que j'aimais, parce que comme tout enfant pas aimé, j'aime les animaux, enfin je suppose. J'avais un setter irlandais qui était marrant, qui était malin, qui était... C'est un deuxième moi d'une autre matière, mais... Et j'adorais ce chien. Elle est allée jusqu'à m'imposer de le donner à un de mes frères qui n'était pas encore marié, qui n'avait pas d'enfant, en me disant, écoute, il y a ton enfant qui est merveilleux, tu as ça, tu peux bien laisser ce chien à ton frère. Je lui ai laissé parce que je n'avais pas le droit de le garder. Je sentais bien que je n'avais pas le droit et que j'étais obligée d'obéir à ça, car tout ce que j'avais et qui était bien, c'était trop pour moi, il fallait que je le donne. Bah, oui, je n'avais pas le droit de garder ça, je me sentais malhonnête. Et elle jouait là-dessus. Et quand j'ai voulu 15 jours après récupérer cet animal, elle m'a dit, mais tu ne peux pas faire ça à ton frère. Et ben, je me suis sentie coupable et je l'ai laissé. Toujours coupable. Marie, vous disiez que votre vie, les relations que votre mère a entretenues avec vous avaient eu des conséquences très graves et que vous vous êtes niée finalement. Ça s'est traduit comment dans votre vie à vous? Tout raté. Tout raté. C'est-à-dire que j'avais un certain talent, je dessinais, je peignais à 10 ans, je faisais les portraits à l'huile de mes copines de classe, ça se vendait, je veux dire. Après, je me suis mise à dessiner, à peindre. J'ai fait quelques tableaux que maman a récupérés gentiment, je veux dire, en me disant, j'ai un ami qui a une galerie de peinture, on va lui montrer. J'expose ces 3 tableaux. Il y a François Épinot qui passe par là, qui me commande 50 tableaux qu'il a donnés. Je veux dire, j'étais certainement douée. Je n'y ai pas cru. Et quand des gens voulaient m'acheter des tableaux, des choses, la plupart du temps, j'avais honte, je donnais. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas être honnête en allant jusqu'au bout. Donc, bon, et puis finalement, cette carrière-là s'est arrêtée. Je veux dire, je n'ai pas fait un essai transformé. Au niveau des hommes, j'ai rencontré je veux dire, on avait la chance d'avoir, là où nous étions en vacances, des garçons qui étaient drôlement bien, je m'en aperçois aujourd'hui, qui étaient des types qui étaient brillants, qui étaient plutôt beaux, qui étaient pleins d'esprit, et c'était vraiment rare. Et il y en a un qui m'avait demandé un mariage, et ma maman, devant mon hésitation, me dit mais tu ne te rends pas compte, tu es très moyenne, et ça voulait dire accepte parce que tu n'auras jamais d'autre chance. Donc, le jour où j'ai dû... Bon, puis celui-là ne me plaisait pas, j'étais trop jeune. Je lui ai juste demandé, je dis, est-ce que je pourrais avoir des animaux? On a compris que je n'étais pas mûre pour le mariage. Mais quand un homme m'a approché, qui était vraiment quelqu'un d'assez hors du commun et assez extraordinaire, ben, je l'ai épousé parce que je me suis dit, il y en a un, il n'y en aura pas d'autre. Et je me suis plantée, bien sûr. Aujourd'hui, ça fait 14 ans donc, que vous n'avez pas vu votre maman, vous n'avez pas vidé votre sac, si je puis dire. Justement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de prendre mon téléphone en colère et de lui dire « ça suffit, moi j'en ai assez souffert,
Maintenant, il s'est trouvé qu'il y a eu un événement qui a fait qu'elle était en contact avec mon fils au téléphone et qu'elle a dit des horreurs sur moi, mon fils, alors que ça fait 14 ans qu'elle ne l'a pas vu. J'ai dit maintenant ça suffit, mon fils vient de vivre des choses très dures. Et je lui dis, maintenant c'est fini. Et j'ai dit que j'étais capable d'aller très très loin si on touchait à cet enfant. Et c'est comme si le sac tombait. Et en fait, j'ai abandonné cette quête d'amour qu'elle ne m'a jamais donnée, que je n'ai jamais pu acheter par aucun moyen. Tout d'un coup, mon fils passant devant, c'est tombé. Et en fait, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous. Ce qui rejoint un peu ce que disait Françoise. Voilà. Et maintenant, je crois que je peux arriver au pardon parce que ça ne compte plus. Alors justement, vous dites que vous n'avez pas pu acheter l'amour de votre maman. Ce qui là aussi est un conte, puisque normalement l'amour d'une maman, ça ne s'achète pas, mais vous êtes venu ici sur ce plateau parce qu'il reste encore plein de questions en suspens. Et votre question à laquelle vous voudriez bien que Pierre Lassus réponde, ça serait, c'est laquelle? Mais écoutez, oui, c'est gentil. C'est une question surtout pour les autres qui vivent ça, parce que quand j'en ai parlé, je me suis aperçue qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça. C'est plus ou moins dit, plus ou moins caché, car les femmes sont extrêmement à droite pour tricher. Et la question c'est, est-ce qu'on doit affronter sa mère un jour, lui dire « tu mens ». Et je pense que c'est vrai, je pense que c'est très très important. Je pense que bon. Alors un mot de Françoise et puis après la réponse de Pierre Lassus. Je trouve que c'est une très bonne question, celle que vous posez. Moi, je dois dire que en vous entendant, j'ai le souvenir d'avoir... Je crois que le biais, moi, que j'avais trouvé pour l'affronter, c'est de défendre mes sœurs. Oui, bien sûr. Et de m'affronter, pas en mon nom, parce que ça, c'est une chose que j'aurais sans doute pas pu faire, mais au nom des sœurs. Et ça, c'est un bon truc que je recommande à tous ceux qui veulent avoir des relations un peu musclées avec papa-maman. C'est bien de jouer les... Il faut se jeter à l'eau et oser, mais pour soi, pas pour les sœurs, pour soi. Dire, pour moi, tu as triché, tu as menti, je n'ai pas tort, c'est toi qui. Oui, oui. Emmanuel, vous avez affronté votre maman? Je l'ai affronté, oui, beaucoup pendant mon adolescence. Et maintenant, aujourd'hui, avant qu'elle ne parte, puisqu'elle est morte. Vous avez eu le temps de lui dire? Non, j'ai pas pu. Enfin, si, à un moment, j'écrivais ce livre sur les Danielou, donc elle était opposée parce qu'il y avait un secret de famille. Donc là, ça a été un moment très difficile parce que c'était pour moi le droit d'écrire ou non. Il y a eu une menace de procès, il y a eu beaucoup de peur de sa part parce que c'était vraiment pour elle un secret. Il ne fallait pas parler de la vie de famille, la vie privée, il ne fallait surtout pas l'écrire pour qu'elle soit publique. Et là, il y a eu un moment difficile de conflit que j'ai dépassé parce qu'au fur et à mesure que la maladie avançait, et elle aussi, je crois qu'elle l'a dépassé, on est arrivé à se rapprocher un petit peu, mais pas vraiment. Pierre Lassus, Marie vous a posé une question. Oui, je vais tâcher de répondre, mais quand vous parliez de votre révolte adolescente, c'est intéressant aussi de voir comment ces révoltes des adolescents sont en réalité souvent de la soumission à leurs parents. Il y a plusieurs façons d'être un enfant soumis. On est l'enfant soumis qui obéit, ou on est l'enfant soumis qui fait le contraire de ce qu'on lui demande. Mais on est toujours sur le registre de la soumission. Et c'est intéressant un jour de pouvoir dire, bon, j'en ai assez de répondre à mes parents, soit toujours oui, soit toujours non, mais je vais répondre ce que moi j'ai envie. Je vais choisir les habits qui me plaisent à moi. Alors sur la réponse, est-ce qu'il faut affronter, j'en sais rien, mais vous n'êtes pas obligé de l'affronter, vous n'êtes même pas obligé de lui pardonner quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'elle vous ait demandé pardon. Non, oui. Alors donc le pardon en général, c'est quand on demande. Vous pourrez répondre si elle le fait, mais si elle ne vous demande pas pardon, vous croyez surtout pas obligé de pardonner. Non, c'est gentil de me dire ça, mais c'est gentil de me dire ça, mais je crois qu'à partir du moment où je dis ma vérité, je comprends. C'est ça le plus important. Voilà, dites votre vérité. Je crois que c'est ça qui est important, et qu'à partir de là, je pense qu'elle a dû horriblement souffrir pour être comme ça. C'est pas possible autrement. C'est son problème. Je crois que, Françoise comme moi, il y a le problème de l'analyse qui nous a aidés, à mon avis. Bah, tant mieux, merci de nous le dire. Je pense que c'est ça qui permet justement de défendre nos enfants. C'est là où on apprend à dire non, justement. Moi, j'ai bien cette réponse-là, justement. Comment arriver à ne pas répondre au désir de sa mère? Eh bien, il faut répondre à son propre désir. Donc, il faut l'identifier. Il faut faire un travail sur soi. Il faut aller à la rencontre de soi. Et l'anecdote que je vous ai racontée, elle est banale, mais elle montre bien l'emprise et jusqu'où ça peut aller de la part de parents tout à fait bien. Je parle de parents qui sont parfaits sous tout rapport. Ils ont une maison dans le nord de la Bretagne et des amis qui ont une maison dans le sud de la Bretagne. Et un soir, les amis du sud de la Bretagne viennent dans le nord de la Bretagne dîner avec eux. Ils boivent, la soirée se passe bien, et à minuit, ils disent on retourne chez nous dans le sud de la Bretagne, et comme nos enfants sont restés là-bas, on va emmener vos enfants à vous, et demain matin, ils joueront sur la plage, et vous nous rejoindrez dans la journée quand vous aurez rangé votre maison. Et la mère dit oui, d'accord, les gens partent avec les enfants, il est 00h30, pour aller dans le sud de la Bretagne. Et la mère me raconte ça quelques semaines après en me disant ça a été la pire nuit de ma vie
Car j'ai dit, ils vont se tuer sur la route, ils vont avoir un accident. Il est parti, il avait bu 2 whisky, 3 whisky, 2 bouteilles de vin. Et je lui dis, comment avez-vous pu laisser partir vos enfants avec quelqu'un? Elle dit, je n'ai pas osé dire non. Parce que mes parents m'ont dit, il faut être poli, il ne faut pas vexer les gens. Donc je n'ai pas osé dire à cet homme, à ce couple qui est une représentation parentale, bah écoutez, non, ce soir là vous avez quand même un peu exagéré, demain matin, je ne vais pas laisser mes enfants. Elle n'a pas osé affronter le reproche, elle n'a pas osé dire non. Et elle a mis réellement en danger ses enfants, parce que partir à minuit et demi en Bretagne, ou en Alsace ou ailleurs, hein, avec 3 grammes et quelques, c'est très dangereux. Vous voyez jusqu'où ça va. Or là, c'est pas une histoire de viol, c'est pas une histoire horrible. Mais c'est ce poids de l'emprise. Et ce que vous dites est très touchant parce que vous nous dites, enfin vous avez le temps encore, hein, j'ai loupé une partie de ma vie, vous n'êtes plus obligé. Il est aujourd'hui, hein, la vie commence aujourd'hui, d'accord? Oui, absolument. Et on espère pour vous, puisque la vie commence aujourd'hui, Pierre Lassus, que vous pourrez reprendre cette carrière que vous avez cru avorter, puisqu'elle m'avait l'air plutôt assez bien lancée. Si j'ai cru comprendre. En tout cas, merci à toutes d'être venues sur le plateau. C'est mon choix, nous raconter ces expériences douloureuses de vos relations avec vos mamans. Merci beaucoup Françoise. Merci à vous Pierre Lassus. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.